Ici, Jean Moulin. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. La priorité. Je m'excuse Vous désarmez. de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Je vous ai convié. Bonjour à tous, je vous raconte aujourd'hui la révolution industrielle. Alors non, ne quittez pas tout de suite ce podcast, vous allez voir, c'est une histoire passionnante. J'ai bien conscience que ça vous fait moins rêver que la mort de Louis XVI ou les batailles de Napoléon. Et pourtant, vous êtes beaucoup plus concernés au quotidien par la révolution industrielle que par les magnifiques charges de cavalerie des soldats de l'empereur. Regardez autour de vous. Vous avez sûrement de la lumière, donc de l'électricité. Un joli bureau acheté à Ikea où vous posez votre cahier d'histoire, une bibliothèque en bois pour ranger vos livres consacrés à la Russie, et ce téléphone dans votre main, et la voiture de vos parents, et ce beau t-shirt où il est écrit « I love Seine-et-Marne ». Tout ça n'est pas arrivé dans votre chambre par hasard. Ces objets sont le fruit d'une révolution. Et pas une révolution où l'on coupe la tête des nobles, non. Une révolution silencieuse qui en quelques années a complètement transformé le monde. Je me suis inspiré pour ce récit d'une bande dessinée de Thibaut Guillon et Philippe Brochard, intitulée sobrement « La Révolution industrielle » aux éditions École des loisirs. Je vous donne toutes les informations dans la description juste en dessous, et je vous informe que cette bande dessinée est disponible au CDI. Je vous l'ai commandée. Ne me remerciez pas, ça n'était pas mon argent. Cette histoire commence dans un petit village du nord de la France, en plein milieu du XVIIIe siècle, dans les années 1750. La France est en paix. Oh bien sûr, la guerre n'est pas très loin, on a l'habitude. Dans chaque famille, il y a un ancêtre mort dans les guerres de Louis XIV, ou un invalide, un vieillard qui attend tranquillement la fin d'une existence de souffrance en racontant ses souvenirs. Cette petite ville ressemble encore à un bourg du Moyen-Âge. Elle a de hautes murailles, 2 grandes portes gardées, des ruelles étroites et pavées, et un fleuve qui sépare la ville en deux. La rive gauche est dominée par un vieux château médiéval, la rive droite par une grande église dont les cloches sonnent régulièrement les heures du jour. C'est une petite ville, 3000 habitants au mieux, et pourtant elle est connue dans toute la région grâce à son commerce de tissus. C'est une longue tradition qui a permis à certains de s'enrichir. On fabrique et l'on vend différentes sortes de tissus et on les vend cher et partout. En Flandre, en Italie, aux Anglais, aux Russes, même à la célèbre duchesse Madame de Dangin, une des maîtresses du roi. Et cette activité a développé autour d'elle de nombreux métiers, des forgerons, des potiers, des boulangers et j'en passe. Pourtant, la grande majorité des habitants ne travaillent pas dans la ville, mais à l'extérieur, dans les champs. Et ces champs, vous savez à qui ils appartiennent, n'est-ce pas ? Certainement pas aux paysans qui se courbent le dos toute la journée. Oh non! Ils appartiennent à Monsieur le Comte. On ne le voit pas souvent, Monsieur le Comte. Il vient de temps en temps dans son château, mais la plupart du temps, il réside à Versailles, pas très loin du roi. On dit même qu'il est un ami personnel du duc de Choiseul. Imaginez, c'est pas n'importe qui, Monsieur le Comte. Au milieu du XVIIIe siècle, c'est encore un grand seigneur, et ne vous avisez pas de raconter n'importe quoi à son sujet. Il pourrait encore vous faire pendre. Nous sommes maintenant en 1785. Au fait, Monsieur le Comte est mort, mais ne vous inquiétez pas, son fils continue d'exploiter les paysans, il est même pire que son père. Tenez, vous voyez cette grande bâtisse là-bas, près du fleuve ? On va s'approcher. C'est ce qu'on appelle une filature. C'est un endroit où l'on file, où l'on tisse, si vous préférez. C'est de là que sortent la plupart des beaux tissus de la ville. Venez, on va rentrer, je connais très bien le propriétaire. C'est un dénommé Maître Jacques, il est tout jeune, à peine 30 ans, mais vous allez voir, il a un sacré caractère et de grandes ambitions. Bonjour Maître Jacques, quelles sont les nouvelles du jour ? Bonne à ce que je vois, hein, votre filature marche à plein régime. Vous entendez ces bruits ? Ce sont des machines à tisser, et elles fonctionnent bien grâce à l'eau du moulin dehors. C'est une invention anglaise. Des axes, des roues, des poulies,
tout un système d'engrenage. Je n'y connais rien et je n'y comprends rien, mais ça va vite tout ça, très vite. Ah, formidable, wonderful. Alors que tous les tisserands de la ville sont encore sur des petites machines individuelles, Maître Jacques, avec ses innovations venues d'Angleterre, produit 10 à 20 fois plus de marchandises que les autres. Et il déborde d'idées, le bougre. Il a entendu dire que la mode était au tissu indien. Eh bien, vous savez quoi ? Il a embauché des ouvrières, mieux payées que les autres, pour reproduire des tissus de couleur à motifs indiens. Succès incroyable. Vous en voulez ? Il va falloir payer le prix par contre, parce que il est gentil, Maître Jacques, mais c'est quand même pas le genre facile en affaires. Tous les ouvriers que vous voyez là travaillent toute la journée. C'est très dur comme travail, très physique, et ils ne sont pas très bien payés. Mais personne ne se plaint, et puis tous les autres commerces profitent du succès de Maître Jacques. C'est connu. Les besoins des uns engendrent les emplois des autres. Savez-vous à quoi vous venez d'assister, avec vos gentilles oreilles du XXIe siècle ? À la première révolution industrielle. Rien que ça. Historiquement, on la délimite à peu près entre le milieu du XVIIIe siècle et les années 1850. Il n'y a pas de date très précise, environ un siècle. En revanche, il y a des caractéristiques faciles à retenir. Nous l'avons croisé avec Maître Jacques, la production d'objets, qui était très limitée, devient beaucoup plus facile et plus rapide, avec la création de machines dont la force est impulsée non plus par l'homme ou des animaux, mais par des sources d'énergie. Et ces sources, elles sont diverses, la plus célèbre à l'époque étant la vapeur, mise au point par le français Denis Papin et le britannique James Watt. La vapeur va littéralement transformer le monde. Jusqu'au XIXe siècle, on se déplaçait comment ? Demandez à Napoléon. On se déplaçait à cheval, pardi. Depuis l'Antiquité jusqu'à Napoléon, rien n'avait changé. On se déplaçait toujours avec ce maudit cheval qu'il fallait nourrir et reposer. Et voilà qu'à partir des années 1830, on se déplace en train. Venez, on va monter dans un train. Ah, pas un vulgaire TER, non, un beau train à vapeur. Écoutez le bruit qu'il fait. Imaginez un peu la révolution pour l'époque. Au début, le train ne sert qu'à transporter des marchandises en grande quantité pour aller plus vite, et puis on se dit qu'on pourrait y mettre des passagers. Bingo ! Au milieu du 19e siècle, toute l'Europe se couvre de voies de chemin de fer. Alors, le train n'est pas très confortable, mais il permet d'aller vite, 80 km/h. Oh, je sais ce que vous vous dites, hein ? Le matin, quand moi je viens au collège, si quelqu'un roule à 80 km/h, j'ai envie de le doubler, à grand renfort de klaxon. Mais en 1850, c'est énorme. Les premiers voyageurs ont peur, ils sont presque malades tellement ça va vite. Et avec quoi on fabrique de la vapeur pour aller aussi vite ? Avec du charbon. Attention, pas du charbon de bois pour faire le barbecue, non, du vrai charbon. Et le vrai charbon, il ne pousse pas dans les arbres, il faut aller le chercher sous la terre, très loin sous la terre. Alors on se met à creuser des mines de plus en plus profondes, et toute une organisation se met en place autour des mines de charbon, mais ça, je vous le raconterai dans une autre histoire. Dites-moi, vous êtes sportif, vous ? Pas comme moi. Si je vous propose un saut dans le vide, vous acceptez ? Je dis ça parce que je viens de vous parler là de la première révolution industrielle. Mais qui dit première, dit forcément deuxième. Vous êtes prêts ? Ah, et vous vous croyez sportif, laissez-moi rire. Nous sommes maintenant en 1860. Regardez devant vous. Mais oui, c'est bel et bien la petite ville de Maître Jacques. Elle a bien changé, hein ? Elle s'est agrandie de tous côtés. C'est normal. Avec le progrès, les usines s'agrandissent, il faut de plus en plus de machines, donc de plus en plus d'ouvriers, donc de plus en plus de maisons, donc des artisans, des magasins, des médecins, etc. Et la ville grossit à vue d'œil.
il y a maintenant une gare dans notre ville du Nord, de grosses usines et pas très loin, une mine de charbon. Pour faire fonctionner les machines, vous avez compris. Vous avez quel âge, vous ? Entre 11 et 15 ans ? Eh bien, parfait, venez avec moi, je vais vous faire engager à l'usine. Mais oui, pas de problème. En France, au milieu du 19e siècle, un enfant peut travailler à partir de 8 ans. Ah, ils ne vont pas à l'école, les enfants, à cette époque. Ils travaillent. Et ils travaillent dur, pas comme vous. Regardez cette belle usine. C'est le fils de Maître Jacques qui la possède. Et il en possède beaucoup d'autres. La plupart sont en dehors des anciennes limites de la ville, d'ailleurs. Il n'y avait plus assez de place intramuros. Et vous savez où il vit, le fils de Maître Jacques ? Allez, devinez. Oui ? Il vit dans le château de Monsieur le Comte. Et oui, car le fils de Monsieur le Comte, il n'a pas tellement bien traversé la Révolution française, malheureusement. Voyez-vous, une lame assez bien aiguisée lui est tombée sur le cou et son château a été mis en vente. Et c'est le fils de Maître Jacques qui l'a racheté, pour pas cher en plus. C'est un peu notre nouveau seigneur maintenant, mais en version citoyen, sans privilège. Regardez là-bas. Vous voyez ce coquin habillé en costume sombre ? C'est un petit patron qui essaye de construire une nouvelle usine. Il a besoin de matériel, mais les machines, ça coûte une fortune. Alors comment faire si vous n'avez pas d'argent ? Eh bien, comme aujourd'hui, vous allez à la banque et on vous prête de l'argent que vous allez devoir rembourser après. Au 19e siècle, les banques deviennent de plus en plus importantes, une vraie puissance à l'intérieur des pays. Là, ce petit monsieur, une banque vient de lui prêter de l'argent pour qu'il se constitue un capital de départ. Retenez bien ce mot, il est très important. Ce capital, c'est des machines, une usine et un peu d'argent pour payer ses employés. Et à votre avis, quel est l'objectif de ce patron ? Gagner beaucoup d'argent, avoir d'autres machines et agrandir encore son usine, n'est-ce pas ? En somme, son objectif est d'agrandir son capital. Eh bien, ce genre de personnage, c'est ce qu'on appelle un capitaliste. Et à partir du milieu du 19e siècle, ce sont les capitalistes qui prennent le pouvoir. Mais ces capitalistes, vous les connaissez ? Vous les avez croisés en début d'année, ils travaillaient déjà dans le commerce sous l'Ancien Régime, dans les grands ports du royaume. Mais oui, vous avez le mot sur le bout de la langue. Ces nouveaux capitalistes, ce sont les bourgeois. C'est logique, ce sont eux les patrons des usines. Ils sont riches, ils vivent dans des châteaux ou des belles maisons, ils ont des costumes sur mesure, des domestiques, ils font des études, ils voyagent à l'étranger. Et c'est à eux que les villes doivent leur prospérité. C'est eux qui donnent du travail à tout le monde, directement ou indirectement. Alors forcément, avec le suffrage universel, ils vont rapidement se faire élire maire, puis député, puis ils vont devenir ministres, puis un jour, président de la République. Vous verrez. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, ça n'a pas changé aujourd'hui. Ils sont toujours au pouvoir. Attend the tale of Maxwell Roth. He sought the footlights like a moth, his sense of timing never off until he opted to collaborate with a hooded reprobate. The blighter and assassin made a deadly double bill. Jokes, 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 make 'em laugh until they choke. Fairly slay 'em in the aisles, maidens fair and princes charming. Thrills, 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 dashing feats and bloody spills, and I guarantee you'll never see the ending coming. Ah, elle a bien changé notre ville. Nous voici en 1890, je ne la reconnais plus. Là où il n'y avait que des champs et le doux bruit de la nature, il n'y a plus que des usines, des ateliers, des fonderies, des aciéries. Vous m'entendez malgré le bruit ? Je vous ai dit tout à l'heure que la révolution industrielle était silencieuse. Eh bien, je vous ai menti. C'est une révolution de la production et du transport, mais tout ça, ça fait du bruit. Depuis le milieu du 19e siècle, il y a un nouveau roi. Oh, je ne vous parle pas de politique, arrêtez un peu vos bêtises. Je vous parle d'un nouveau roi dans les usines. Vous l'entendez derrière moi ? C'est le fer. Le fer, c'est le roi de la deuxième révolution industrielle. On peut le transformer à volonté, on peut le faire fondre, et quand il est fondu, on en tire de l'acier ou de la fonte. On en fait des rails pour les trains, des roues, des tuyaux, des plaques pour la construction des navires, et puis des armes bientôt, tant qu'à faire. Désormais, tout est produit en série. Il n'y a presque plus de petits artisans, que des grandes usines qui produisent à la chaîne des produits identiques. Et comme ils sont identiques, ils sont plus faciles à fabriquer, et donc ils coûtent moins cher, normal. Dans notre ville du Nord,
le commerce du tissu continue un peu, mais il est rudement concurrencé par la production industrielle de métaux. Il y a maintenant 20 000 habitants ici. On ne s'entend plus. Le paysage a été complètement transformé. Oh, il y a des choses bien, hein. Je ne dis pas que tout est moche. Regardez la grande gare, là. Elle est soutenue par des poutres métalliques. Elle est magnifique. Et comme les voyageurs sont de plus en plus nombreux chaque jour, on a construit des hôtels et des grands magasins. Allez, venez. On va rentrer dans ce grand magasin, d'ailleurs. Il a été construit sur le modèle du Bon Marché, à Paris. Attendez un peu. Vous êtes bien habillés ? Pas en survêtement, j'espère, on n'est pas chez Decathlon ici, hein. Les grands magasins de la fin du 19e siècle ne sont pas réservés à n'importe qui. Il ne faut pas imaginer que les ouvriers des usines viennent y faire leurs courses. Ces grands magasins sont pour les riches et les moyens, ce qu'on appelle désormais la classe moyenne, c'est-à-dire tous les employés de bureaux, de banques, de l'administration qui gagnent correctement leur vie. Tout ce qu'on peut trouver ici a été fabriqué de façon industrielle, rien n'est fait à la main. On y trouve de tout, hein. Vêtements pour hommes et femmes, objets de la maison, un peu de nourriture de luxe, des bibelots, des souvenirs de la ville, même des produits venus des colonies. C'est encore éclairé au gaz, mais j'ai entendu dire que nos ingénieurs étaient sur le point de trouver une nouvelle solution incroyable pour nous éclairer toute la journée, pour beaucoup moins cher, vous verrez. L'électricité, c'est une idée d'avenir, ça. Dans les usines de la famille Jacques, il y a déjà des moteurs électriques, l'innovation ne s'arrête jamais. Et on parle de généraliser l'automobile. Peut-être que dans quelques années, chacun pourra se payer une voiture, allez savoir. Enfin, tout ça m'épuise. On va aller se reposer un peu chez moi. J'habite désormais dans un immeuble tout neuf à côté de la gare. Et vous savez à qui il appartient l'immeuble ? Aux banquiers de la rue d'en face. Ah, ceux-là. Mais je ne me plains pas, hein. Mon immeuble est très moderne, eau et gaz à tous les étages, dans une rue avec des trottoirs et des lampadaires. Et oui, ça vous paraît peut-être normal aujourd'hui, mais c'est très récent tout ça, en 1890. Et, juste entre nous, je suis un peu privilégié car j'ai ma propre salle de bain. À l'époque, c'est presque un luxe. Normalement, les habitants d'un immeuble partagent les toilettes sur le palier. Et je ne vous parle pas des ouvriers. Eux, au mieux, ils vivent dans des petites maisons à côté de l'usine, au pire, dans des immeubles crasseux, dans les petites ruelles de l'ancien bourg, des coupe-gorges malfamées, plus personne ne veut y aller. Regardez, par ma fenêtre, on peut voir le vieux château de Monsieur le Comte. Aujourd'hui, il est à l'abandon, et on parle d'en faire un musée. Dites-moi, ce n'est pas votre train que j'entends là ? Je crois qu'il est temps que je vous laisse. Vous avez déjà vécu 2 révolutions en peu de temps, je ne veux pas vous retenir davantage. Mais nous allons nous revoir bientôt, à Paris. Mais oui, je vous emmènerai à Paris, la ville lumière. Vous allez voir, elle aussi, elle a bien changé depuis le Moyen-Âge. On y a construit une tour en fer immense. Nous irons voir ça ensemble. Allez. Ah, j'allais oublier. Je vous ai dit qu'il y a eu 2 révolutions industrielles, mais je ne vous ai pas parlé de la 3e, n'est-ce pas ? Elle vous intéresse ? Eh bien, regardez autour de vous. Ce que vous avez dans la main, là, ce que vous êtes en train d'écouter sur Internet, maintenant, et votre casque, et votre ordinateur. Regardez bien autour de vous. La 3e révolution industrielle, ce n'est pas de l'histoire, c'est votre présent. Vous y êtes, et les acteurs de cette 3e révolution industrielle, c'est vous.